Dans la séquence précédente, on a parlé des étapes de la fécondation. J'ai expliqué les étapes du voyage des spermatozoïdes qui permettent d'atteindre l'ovocyte 2. Ensuite, on a parlé des différentes étapes qui séparent la rencontre des gamètes jusqu'à la pénétration d'un spermatozoïde unique. Et on a terminé avec la réaction corticale qui est responsable de la monospermie, c'est-à-dire la pénétration d'un seul spermatozoïde dans l'ovocyte 2. Dans cette séquence, donc, je vais terminer la deuxième partie. Je vais continuer avec la deuxième partie des étapes de la fécondation. Donc, on est arrivé à un spermatozoïde qui s'est retrouvé dans le cytoplasme ovocytaire. Voici donc le noyau du spermatozoïde fécondant, accompagné de son centriole proximal. Donc, qu'est-ce qui arrive suite à la pénétration du spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte? Je rappelle que l'ovocyte 2 est une cellule immature, bloquée en métaphase 2 de la méiose, et c'est la pénétration du spermatozoïde qui va activer cette méiose, donc qui va reprendre avec une figure d'ascension polaire excentrique. Il s'agit du matériel nucléaire ou bien matériel chromosomique en anaphase 2. Et cette étape donc correspond à l'activation de l'ovocyte 2 et la reprise de la méiose. C'est pourquoi on dit que l'ovogenèse ne s'achève que s'il y a fécondation, parce que c'est le spermatozoïde qui va chimiquement activer le reste de la méiose. Donc, cette ascension polaire va aboutir à 2 lots chromosomiques chez l'espèce humaine à 23 chromatides chacun. Donc, 23 chromatides seront expulsés du cytoplasme ovocytaire pour donner le deuxième globule polaire. Et 23 chromatides vont rester dans le cytoplasme de la cellule et vont donner le noyau de l'ovule ou ovocyte. Voici donc le premier globule polaire. Donc, suite à cette ascension polaire, il y a un deuxième globule polaire qui va apparaître et se retrouver dans l'espace périovocytaire, donc accompagné du premier globule polaire. Donc, ce sont les deux globules polaires. Les 23 chromatides qui sont restés dans le cytoplasme de la cellule vont constituer le noyau femelle ou bien le noyau de l'ovule. Voici donc le noyau mâle accompagné du centriole proximal. Ce centriole proximal va par la suite évoluer en spermastère, donc spermastère, ou astère spermique, et vous allez tout à l'heure voir l'importance de ce spermastère dans le reste des étapes de la fécondation. Donc, à ce niveau, on a obtenu la cellule finale produite par l'ovogenèse, c'est l'ovule ou ovocyte. Donc, c'est la cellule fécondée, mais faites attention, ce n'est pas encore un zygote, parce que les noyaux mâles et femelles ne se sont pas encore unis. Ça veut dire qu'on n'a pas encore retrouvé l'état diploïde. Donc, c'est encore l'ovocyte, c'est une cellule fécondée, mais les chromosomes paternels et maternels ne se sont pas encore rencontrés. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme titre pour cette étape? Eh bien, c'est la formation des pronucléides. Que signifie ce terme pronucléi? On dit deux pronucléi, un pronucléus. Donc le pronucléus, c'est un noyau formé au moment de la fécondation et qui va fusionner avec le noyau de sexe opposé pour retrouver l'état diploïde et aboutir donc au zygote. Donc au niveau de cette figure, on peut déjà parler de pronucléus femelle proche des globules polaires et le pronucléus mâle accompagné du spermastère qui en réalité était le centriole proximal. Si on va plus loin, le noyau va commencer à dupliquer ses chromatides
pour passer de chromosomes simples à des chromosomes dupliqués. Cette duplication de chromosomes va faire en sorte que le noyau gonfle et c'est à partir de ce moment de gonflement où on n'utilise plus le terme de noyau, on utilise plutôt le terme de pronucléus. Donc, qu'est-ce qui va arriver dans la cellule? Les pronucléi femelles et mâles vont commencer un long voyage cytoplasmique, l'un vers l'autre, pour finalement aboutir à la karyogamie, ou bien amphimixie. Donc, gamie et mixie, ça veut dire fusion, mariage. Karyo, c'est pour dire noyau, amphi pour dire deux. Donc, deux éléments vont fusionner, ou bien les noyaux vont fusionner. Bien sûr, les noyaux, ce sont les pronucléi. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment? Les pronucléi ont déjà dupliqué leur chromosome. Leurs membranes nucléaires vont fusionner l'une avec l'autre et on obtient donc finalement un noyau diploïde. Donc, que contient ce noyau au moment de la karyogamie? 46 chromosomes dupliqués, dont 23 d'origine maternelle et 23 d'origine paternelle, et on retrouve donc finalement l'état diploïde caractéristique de l'espèce humaine. Donc, cette karyogamie est considérée comme la vraie fécondation. Le spermastère qui accompagne le pronucléus mâle s'est déjà dupliqué et s'est dédoublé. Donc, voilà deux spermastères. Donc, ces spermastères vont jouer un rôle important dans la division du zygote. Cette structure est déjà un zygote puisque son noyau est diploïde. Donc, ces spermastères vont s'écarter l'un de l'autre en direction des pôles de la cellule. Ils vont former les filaments achromatiques, donc le fuseau achromatique, et ça va permettre l'alignement des 46 chromosomes de la cellule œuf sous forme de plaque équatoriale. Et voilà donc la première mitose du zygote. Donc la cellule est un zygote diploïde. Bien sûr, dans cette séquence, je n'ai pas respecté le nombre de chromosomes. Ici, arbitrairement, j'ai mis 6 chromosomes. Donc les chromosomes se sont alignés en plaque équatoriale. C'est une métaphase. La mitose, donc la première mitose va se poursuivre avec une anaphase et une télophase qui aboutit à deux cellules filles identiques qu'on appelle les blastomères. Donc ces blastomères, ce sont les deux cellules à l'origine de tout l'organisme qu'on va obtenir à la fin de la grossesse. Ces blastomères sont identiques. Comment appelle-t-on la structure formée de ces deux blastomères? Eh bien, c'est un embryon à deux blastomères. Une petite remarque, donc au cours de ces étapes de la fécondation, les cellules de la corona radiata, vous l'avez peut-être déjà remarqué, commencent à dégénérer, à disparaître les unes après les autres. Elles ont déjà terminé leur rôle, elles sont devenues inutiles, donc elles vont peu à peu disparaître. Les globules polaires sont des cellules non viables, elles vont finalement finir aussi par disparaître. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Seulement l'embryon en train de se diviser activement. Il va donc passer de l'état de deux blastomères après une deuxième mitose à un embryon à 4 blastomères. Ensuite, 8 blastomères, 16 blastomères, etc. Ces premières divisions de l'embryon sont qualifiées de segmentation. Donc la segmentation, c'est l'ensemble des premières mitoses réalisées par les blastomères de l'embryon et qui donnent des cellules non encore différenciées. Donc toutes les cellules sont identiques les unes les autres par leur structure et par leur fonction. Elles ne font que se diviser. Par la suite, dans un stade plus évolué de ces étapes, les cellules vont commencer à se différencier les unes des autres et on ne va plus donc utiliser ce terme de segmentation. Je termine avec une dernière information. Donc cette segmentation sera accompagnée par une migration vers l'utérus
L'embryon est une structure immobile, ce sont les trompes qui vont se contracter de manière ondulée pour pousser l'embryon vers la cavité utérine. Et dans la cavité utérine, bien sûr, il y a tout un processus hormonal qui va se mettre en place pour réussir la nidation et ensuite le début du développement de l'embryon. Et là, on entre carrément dans la grossesse. Ainsi donc, on a terminé avec toutes les étapes de la fécondation. Dans la prochaine séquence, on va parler du mécanisme de la nidation et surtout, ce qui fait partie du programme officiel, c'est quel est ce nouvel équilibre hormonal qui va se mettre en place pour réussir la nidation et la grossesse.